comment ça va s'organiser. Je vais vous parler de la Syrie, de rapidement qu'est-ce que c'est, où ça se trouve, qui sont ces pays frontaliers. Ensuite, là, on va entrer dans le vif du sujet. La Syrie, 1963 à 2000, et troisième partie, 2000 à 2011, et on va se centrer surtout sur 2011-2013, qu'est-ce qui s'est passé récemment. L'idée de cette présentation, c'est de vous apprendre à lire l'actualité, à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe vraiment en Syrie. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai l'impression que quand je parle avec les gens, ils lisent les médias, ils ne savent pas vraiment, ils sont dans le doute, ils sont un peu perdus. Donc voilà, c'est pour ça. Le discours va être orienté. Donc, comment il va être orienté? Mon point de vue, c'est je suis contre le régime. Pourquoi je vais vous parler comme ça? Parce que le régime a commis des crimes, des faits clairs et nets. Il y a beaucoup de Syriens qui risquent leur vie pour filmer ce qui se passe en Syrie et nous amener des preuves. Donc, ce régime s'est conduit de manière mafieuse et criminelle pendant plus de 50 ans. Donc, je vous ai ramené des témoins ici. Il y a plusieurs personnes, des Syriens qui vont témoigner. Autant des personnes qui ont vécu en Syrie il y a 20-30 ans, qui ont été amenées à sortir de la Syrie, à fuir vers des pays plus libres comme la France. Et des gens qui sont venus de Syrie il y a moins d'un mois, donc qui étaient au cœur des manifestations, qui ont subi la répression du régime violente. Voilà, donc le discours ici est orienté, mais pas parce que c'est politique, parce que je suis contre les crimes du régime. Les gens que j'aime ici sont contre les crimes commis par le régime. Voilà. Donc, premier point. Donc, comment comprendre l'information? Donc, la raison principale pour laquelle j'ai fait cette présentation, c'est ça. C'est que au début, je parlais avec les gens, j'essayais de les amener à comprendre, et j'ai lu cette phrase. Vous avez un peu lu, vous avez vu la phrase. C'est un article de journal que j'ai lu. Donc, un Parisien, un Français, qui nous écrit ça. Il ne fait plus de doute pour personne que les rebelles syriens, dans leur immense majorité, sont des islamistes radicaux souvent affiliés à Al-Qaïda. Donc ça, non et non, c'est faux. Et c'est ce que je vais vous essayer de faire comprendre durant l'heure qui arrive. Donc, les gens qui se battent en Syrie, ceux qu'on appelle les rebelles, c'est des gens comme moi, c'est des gens comme vous, c'est des étudiants. Simplement, sans raison, on est venu les tabasser. On est venu chez eux, on a volé ce qu'ils avaient, on les a enfermés, on les a emprisonnés, et ils ont été mis dos au mur, et étaient obligés de se battre. Donc, c'est ça le point de vue que je vais vous amener à comprendre, et c'est sur ça que va s'axer cette présentation. Donc, vraiment, ce que je veux que vous compreniez, c'est que il ne faut pas mal interpréter les médias. On a souvent ce genre de phrases, on a souvent des termes qui apparaissent, que je vous présenterai plus tard. On a les salafistes, extrémistes, des barbus, djihadistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment le lire? Les points importants. Ce qui se passe en Syrie, donc, ce n'est pas un conflit religieux. Donc, souvent dans les médias, on va entendre il y a une minorité alaouite, il y a une majorité sunnite, le régime protège les minorités chrétiennes, les minorités kurdes. Non, le régime protège personne. Le régime protège personne à part lui-même. Donc là, j'ai vu des articles hier je voyais un article où dans un village, 16 Kurdes, donc minorité kurde, les Kurdes sont une minorité en Syrie, ont été bombardés. Le village a été bombardé, 16 Kurdes sont morts. Donc on ne protège pas les minorités en bombardant les gens. Et c'est ça que je vais vous amener à comprendre. Donc ce n'est pas un conflit entre religions, c'est un conflit entre des gens qui en ont marre d'un pouvoir qui leur a tout pris. Ce n'est pas un conflit de pouvoir. Donc, la majorité du peuple syrien, les gens qui se battent là-bas, qui veulent la chute du régime, ne se battent pas parce qu'eux-mêmes veulent prendre le pouvoir. Donc, ils se battent parce que pendant des années, ils étaient opprimés, on leur a volé ce qu'ils avaient, on les a envoyés en prison arbitrairement, on les a tabassés, et encore une fois, je vais avoir des témoins à venir ici, vous dire comment ça se passait dans leur école, dans leur vie, comment ils vivaient. Et ce n'est pas une coïncidence, donc ça c'est un point que je voulais souligner, ça fait 50 ans que le régime commet ces crimes. Il y a eu un ras-le-bol généralisé qui a fait que les gens ont fini par se soulever. Et pendant 50 ans, les gens ont eu peur, ne serait-ce que de parler dans la rue, ne serait-ce que de dire à leurs propres frères, parler de politique. Pour vous donner un argument assez fort, moi-même jusqu'à 2011, je ne savais pas que la situation en Syrie était comme ça. Alors que mes parents ont vécu en Syrie. Donc eux-mêmes, ils étaient en France, dans un pays où ils étaient en sécurité, et n'osaient pas parler. Alors, les points que je vais aborder. La Syrie a besoin d'aide humanitaire, ça va être un point sur la fin qui va être assez gros. Le peuple syrien, donc ce n'est pas des terroristes, des extrémistes, des radicaux. Il y en a, c'est pas le pays des bisounours,
Mais la majorité, encore une fois, c'est des gens comme vous, qui ont été poussés à se défendre. Et il faut que la violence cesse, c'est l'axe principal. Il faut que la violence cesse, d'une manière ou d'une autre. Les personnes en Syrie n'ont envie de se battre. On ne se bat pas parce qu'on a envie, on ne se bat pas parce qu'on veut le pouvoir, on ne se bat pas parce qu'on veut éliminer certaines minorités. On se bat parce qu'on n'a pas le choix. Quelque chose que j'avais vu, donc, pour revenir sur terrorisme djihadiste, Mère Agnès, c'est une chrétienne syrienne qui fait plusieurs conférences, qui est assez pro-régime. Donc elle, ce qu'elle défend, c'est les chrétiens en Syrie. Donc, elle apporte le point de vue que les chrétiens en Syrie sont une minorité. Si le régime tombe, ces chrétiens-là vont être opprimés, vont se faire massacrer, qu'il y aura des purges ethniques. Encore une fois, si ça arrive, c'est un crime. Ce n'est pas quelque chose qui doit arriver. Il faut que la communauté internationale l'empêche. Mais un des témoins qui vous parlera tout à l'heure. Personne ne veut que ça arrive. Et cet argument est beaucoup avancé par le régime. Le régime utilise beaucoup l'argument de protection des minorités. Donc cette femme, lors d'un congrès en Italie il y a 2 jours, qu'est-ce qu'elle avait dit? Le gros des troupes des combattants en Syrie formés de mercenaires salafistes barbus, financés par les milliardaires des pays voisins, soucieux d'en finir avec la dynastie des Alaouites, dont l'islam est jugé trop modéré. Donc, vous voyez les idées? Les Alaouites sont des musulmans modérés, et les autres sont des musulmans extrémistes qui veulent le pouvoir. Donc on en a marre des musulmans modérés, on veut des musulmans extrémistes. C'est encore pas ça l'idée. C'est des gens comme moi. Est-ce que vous me voyez musulman extrémiste? J'impose rien à personne, je suis là, je casse pas les pieds. Donc, ces combattants sont des barbares sans foi ni loi recrutés dans toute l'Europe. Ils viennent de Suède, de Grande-Bretagne, de France. Non, les gens qui se battent en Syrie sont des Syriens pour la majorité. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, c'est d'après le rapport de l'ONU il y a une semaine, 10 jours à peu près, 5% des combattants sont des combattants étrangers. La plupart, c'est des étudiants, des jeunes entre 20 et 30 ans, qui ont été choqués par les images qu'ils ont vues, qui ont décidé d'aller se battre pour protéger le peuple syrien. Donc non, l'argument avancé par le régime, encore une fois, c'est pas des combattants étrangers. Du vocabulaire pour comprendre la presse. On a le shabiha. Alors ça, c'est si je veux que vous reteniez un mot là-dedans, c'est ça. Qu'est-ce que c'est un shabiha? C'est une milice. C'était né environ en 80 sous le règne de l'ancien président Hafez al-Assad, qui a mis le parti Baas au pouvoir. Ce sont des groupes d'autodéfense locaux. La pire erreur du régime durant ces 50 ans, c'est d'avoir fabriqué ces milices. Tout le monde a peur des shabiha. Tous les Syriens ont peur des shabiha. Ici, il y a des gens qui viennent témoigner. Et la dernière fois, j'ai fait une présentation il y a 2 semaines, ils n'ont pas osé témoigner parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un shabiha parmi vous. Donc là, je fais filmer la conférence. Je vais faire arrêter de filmer pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là. Donc, les shabiha, c'est des espions à la solde du régime, ce sont des mercenaires armés. Leur but, c'est d'agir. Ils font peur à tout le monde. Ils peuvent agir impunément en Syrie. Ils agissent réellement impunément. Ils vous cassent la gueule, ils n'ont pas de compte à rendre. Donc, si on est en Syrie, que je fais ma conférence, je sors, je me fais casser la gueule, je n'ai rien à dire. Ils peuvent vous envoyer en prison aussi, pas de souci. Donc, eux, c'est les pires, on va en parler. Et leur revenu, avant c'était approvisionné par la propagande et le trafic. Maintenant c'est plus par les pillages. Donc il n'y a plus aucune sécurité en Syrie, ils peuvent piller ce qu'ils veulent. Ouais. Les mukhabarat, donc c'est une aide, ce sont les services de renseignement du gouvernement. Donc ce sont eux qui vont chercher des informations sur les gens. Donc les shabiha agissent plutôt, les mukhabarat vont être les renseignements généraux. Ils viennent aussi, ils cassent les manifestations. Vous avez un dossier. Si vous êtes syrien, en général, vous avez un dossier. Vous avez eu des cours souvent sur l'ex-RDA. Je ne sais pas si vous avez vu le film La vie des autres, sur la vie dans Berlin-Est. Une fois que le mur est tombé et que le régime est parti, les gens ont eu accès au dossier des renseignements généraux. Et tout le monde s'est étonné d'avoir effectivement, j'ai une fiche à mon nom. Les mukhabarat font le même travail. Vous avez une fiche. Vous allez ici, vous avez une fiche. Peut-être que moi je suis là, comme je suis syrien, je vous fais une présentation, c'est noté sur ma fiche. Et on vous crée des problèmes avec ça. C'est-à-dire, si on vous arrête, on vous met un dossier comme ça, alors que vous n'êtes personne, de choses que vous avez faites contre le régime. Alors, Damas, capitale de la Syrie, simplement pour que vous le sachiez. ASL, Armée syrienne libre. Vous en entendrez beaucoup parler, donc ce sont eux qui sont les principaux moteurs actuellement en Syrie. Donc, leur objectif principal, comme ils l'ont annoncé, c'est la chute du régime. Ils ne veulent plus de ce régime criminel. Donc ça a commencé à se former quelques mois après les révolutions et ils sont en train de se battre contre le régime. Le Baas, c'est le régime actuellement au pouvoir en Syrie. Donc le Baas, Hafez al-Assad, l'ancien président, en faisait partie, Bachar al-Assad en fait partie. Donc
c'est le régime unique en Syrie. Voilà. On est en démocratie, il y a un seul régime autorisé. Islamisme. Idéologie manipulant l'islam en vue d'un projet politique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va souvent, vous le lisez souvent dans les médias, et très vite le mot islam fait titre. Même moi quand je lis, le mot islam me vient. L'islamisme est une idéologie, c'est pas une religion. Donc on peut confondre le fait qu'il y ait l'islamisme en Syrie avec le fait qu'il y ait un combat religieux. Non, ce n'est pas ça. L'islamisme, c'est quelque chose qui est utilisé politiquement. Donc ce n'est pas un point de vue religieux. Al-Nusra, c'est un groupe armé qui revendique un pouvoir islamiste. Donc lui aussi, vous en entendrez beaucoup parler si vous suivez les médias. Personne, aucun Syrien, ne veut un pouvoir islamiste en Syrie. Parce que aucun Syrien, ni moi, ni ceux qui sont là-bas, ne veut remplacer une dictature par une dictature. On ne veut pas qu'on interdise à nos femmes de sortir dans la rue, on ne veut pas qu'on leur interdise de se voiler, on ne veut pas qu'on nous dise si tu ne vas pas à la mosquée, on te casse la gueule dans la rue, qu'il y ait des muhabbarat, des shabiha qui viennent avec des bâtons qui vous cassent la gueule. On veut la liberté, c'est ça que je veux vous amener à comprendre. Et sunnite et chiite. Donc sunnite et chiite, deux branches de l'islam qui divergent un peu. Donc, pourquoi je vous l'ai dit encore? Donc c'est des branches, donc le sunnisme et le chiisme sont des religions. Et le conflit en Syrie n'est pas entre sunnites et chiites. Je vous le dis pour que vous voyez ça. Si vous voyez ces termes, c'est des termes religieux. Ce n'est pas un conflit. C'est un conflit entre oppresseurs et opprimés. Donc la Syrie, très vite, c'est une zone commerciale stratégique. On cultive énormément de blé et d'olives. Donc quand j'allais en vacances là-bas, on avait des champs d'oliviers à perte de vue. J'en ai planté moi-même. Donc c'est très très fertile. Donc il y a beaucoup de ports. Les Phéniciens étaient installés là-bas pendant l'Antiquité. De l'Antiquité jusqu'à 1920, le pays est conquis successivement par beaucoup de dynasties. Il y a les croisades, il y a les Omeyyades, il y a les Ottomans. Donc, au fur et à mesure, la Syrie va devenir un mélange. On va avoir de tout. On va avoir des chrétiens, on va avoir des Kurdes, on va avoir des musulmans, on va avoir des athées, on va avoir des juifs. Jusqu'avant que le Baas arrive au pouvoir, on a 20% de chrétiens en Syrie. Après qu'il arrive au pouvoir, on en a 10%. Pourquoi? Simplement parce que les chrétiens s'en sont allés. Dès qu'ils ont vu à quoi ça ressemblait et qu'ils avaient les moyens de s'en aller, ils s'en allaient. Voilà, donc jusqu'à 1920, plusieurs conquêtes, et encore à partir de 1920, on a les pays voisins qui se disputent la Syrie, notamment la Turquie et l'Égypte. J'ai bougé un peu vite. Oui, voilà. Donc la Syrie, 24 millions d'habitants. Maintenant, je ne pourrais pas trop vous dire, ça fluctue beaucoup. On a 80% qui sont musulmans et donc 10-20% qui sont chrétiens, plutôt 10% maintenant que 20%. Parmi les musulmans, on a les alaouites, donc ce sont eux qui sont au pouvoir actuellement, mais encore une fois, ce n'est pas vraiment la religion alaouite qui est au pouvoir. Donc l'alaouisme est une religion. Il y a des gens au pouvoir qui sont majoritairement alaouites, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais pour donner un exemple, la femme du président, Asma al-Assad, est sunnite. Donc c'est pas quelque chose de religieux. C'est une coïncidence. Pourquoi il y a beaucoup d'alaouites au pouvoir? Parce que simplement c'est une seule famille qui est au pouvoir et qu'elle était alaouite et qu'on n'a pas laissé les autres venir. Des chiites, des sunnites, des druzes. Donc chiites, sunnites, je vous en ai parlé, deux factions majoritaires. Et des druzes, des kurdes, on a plusieurs religions. Alors, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Après 1920, on a la Société des Nations qui accorde le mandat de la Syrie à la France. Donc la France est censée faire de la Syrie un État qui accède à l'indépendance et à la souveraineté. Donc à partir de 1920, ça va durer jusqu'à 1946. Et donc un petit mot sur ces alaouites, parce que je vais arriver sur eux juste après. 1920, on a le mandat, et les Français aimeraient garder un peu ma mise sur la Syrie. Il y a beaucoup d'intellectuels qui veulent l'indépendance de la Syrie à cette époque. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? On va... Merci. Beaucoup de Syriens veulent l'indépendance. Du coup, la France, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer de faire que les gens se tirent dans les pattes, c'est-à-dire qu'il y ait des conflits entre groupes, entre minorités, pour que justement on ne puisse pas s'occuper de virer les Français. Donc on s'occupe déjà de nous-mêmes. Donc ce qu'ils vont faire, ils vont mettre en place un système qui va favoriser l'accès au pouvoir des minorités. Et c'est à ce moment-là que les alaouites vont pouvoir entrer dans le pouvoir. Les alaouites, qu'est-ce que c'est? Ils ont été souvent persécutés sous l'Empire ottoman. Pourquoi? Parce qu'on ne leur accorde pas de terre, on ne les considère pas comme des vrais musulmans. Donc l'Empire ottoman les a vraiment mis en arrière. Et ça s'est imprégné dans la société. Au
fur et à mesure, sur les années, on a considéré que les Alaouites n'étaient pas des habitants, un peu comme on va dire des Roumains qui viennent en France. Ils ne sont pas de chez nous. Donc ça va rentrer petit à petit, ça va s'imprégner dans la société. Ils ne sont pas acceptés. Du coup, l'État français, il va se dire, on va leur apporter, ces minorités-là, on va leur permettre d'accéder au pouvoir. L'État français ouvre ce qu'on appelle les troupes de l'Orient, les troupes spéciales du Levant. Et ils vont faciliter l'accès aux minorités à ces troupes. Donc, ça va être l'armée, les renseignements généraux, la police. Donc, les Alaouites vont pouvoir, ils vont avoir une opportunité d'entrer dans la société. Et ils vont la prendre, la saisir. Voilà, donc, ils vont commencer à rentrer au pouvoir. Et les Français vont faciliter les choses. La France, de 1900 à 1940, la Syrie de 1920 à 1946 va ressembler à la France de la 4ème République. Donc, on va chercher à mettre en place un peu d'égalité. L'école militaire va être gratuite, qui que vous soyez. On va essayer d'apporter un accès à l'éducation. Donc, vraiment, on va essayer de faire avancer le pays jusqu'à 1946. Voilà, donc comment les Alaouites sont arrivés au pouvoir. Une carte de la Syrie, pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Je vous demanderai juste de retenir deux villes. Donc, vous avez la capitale ici, Damas. Je vous demande de retenir Hama, donc vous avez Hama, et Dara, donc deux villes. Entre les deux, 300 km. Donc gardez un peu ça en tête, Hama, Dara, 300 km. Ça va être important pour la suite. Voilà, donc pays frontaliers, simplement rapidement, la Turquie, le Liban, Israël, la Jordanie et l'Irak. Donc en ce moment, les réfugiés vont surtout en Turquie, en Jordanie et en Irak. Et un peu vers le nord de l'Afrique, et également partout dans le monde, donc vous en avez jusqu'ici. Voilà, on en arrive à comment le pouvoir est arrivé. Donc Hafez al-Assad est né en 1930, et il est issu d'une famille qui n'a jamais fait d'études, il est le premier de sa famille à faire des études. À 16 ans, il rentre au lycée et à l'académie militaire. C'est pratique, c'est gratuit pour tout le monde, qui que vous soyez. Donc il est d'une famille alaouite, pas de discrimination, il peut rentrer. Donc c'est le premier de sa famille à faire des études. Il va rentrer dès le début dans le parti basse. Un parti qui a été créé en Syrie en 1929 et qui est basé sur les modèles socialistes. Donc il milite dans ce parti et va petit à petit prendre du pouvoir dans cette branche. Quelque chose d'important à noter, à ce moment-là, donc ça ressemble à la France de la 4ème République, la Syrie, il y a plus de 20 journaux à Damas, 20 journaux indépendants, 20 journaux d'opinion. Donc, ils ont la liberté de la parole, de l'expression. Ça ressemble à la 4ème République, donc le Parlement change souvent. Si on n'a pas la majorité, il faut reformer un Parlement. Donc, ça permet une certaine fluidité, donc ça change régulièrement, les décisions sont prises. 63, date importante, il devient chef de l'armée de l'air. C'est là qu'il commence à prendre de l'importance. En 63, il y a plus de pouvoir par un coup d'État. C'est pour ça que le fait qu'il soit arrivé chef de l'armée de l'air n'est pas une coïncidence. Le mot basse, qu'est-ce que ça signifie? Je ne vous l'ai pas dit. Le parti au pouvoir en Syrie, c'est-à-dire Renaissance. L'armée en 63 prend le pouvoir, mais laisse les chefs locaux. Donc les maires, on laisse les gens s'organiser. Simplement, on a pris le pouvoir aussi. En 66, ça va aller beaucoup plus vite. On va prendre le pouvoir partout. Donc cette fois, c'est l'armée qui dirige tout. Et donc avant, on laissait un peu de liberté aux gens. Maintenant, c'est l'armée qui est prise totale. Jusqu'à 70, on a le 10e coup d'État en 17 ans et Hafez al-Assad va prendre le pouvoir. Et en 71, donc 70, on commence à se douter qu'il commence à prendre de l'avant. Déjà, il était chef de l'armée de l'air. Durant la période qui suit 70, il va devenir chef ministre de la Défense. Le président et le premier secrétaire du parti basse vont se rendre compte qu'il commence à prendre de l'importance, qui devient gênant. Mais trop tard, 70, il prend le pouvoir et ils ont en prison pour 25 ans. Donc il leur a laissé aucune chance. Il prend le pouvoir en 70, en 71, il organise des élections où il est seul candidat, il est élu à 99% des voix. Donc je crois qu'il y a eu 200 personnes qui ont voté contre. Je me demande si elles ont été en vie le lendemain. Donc une phrase qui résume bien qu'est-ce que cet homme a fait. Le président a le droit de nommer les ministres, de déclarer la guerre, l'état d'urgence, de promulguer les lois, de déclarer l'amnistie, de modifier la constitution, de nommer les fonctionnaires et les militaires. En d'autres termes, il est le Parlement à lui tout seul. Voilà pour résumer ce qu'il est devenu en 71. Il met en place un culte de la personnalité. Donc, ma mère me disait à l'école, on m'apprenait que c'était le meilleur, c'était le plus beau, c'était le plus fort, on nous apprenait des chansons à sa gloire.
On faisait des chansons en ville, on érige des statues, donc vous verrez les statues tomber plus tard sur les vidéos. On érige des statues, on met des portraits partout, on dit c'est le meilleur, c'est un dirigeant sage, juste et honnête. À côté de ça, qu'est-ce que c'est le régime? Donc on dit ça, mais personne n'est dupe, donc le régime est basé, c'est vraiment une organisation mafieuse, il faut vous dire. Il y a des délations, il y a des tortures, il y a des arrestations arbitraires. Si vous prononcez le mot Hafez al-Assad dans la rue, vous pouvez être arrêté arbitrairement. Il met en place donc, tous les services de renseignement possibles, donc il y en a plus de 12, des services secrets, donc, les mukhabarat, les shabiha, leur travail c'est de surveiller la population et de faire en sorte que personne ne conteste. Donc comment ça se concrétise ça? Pour vous donner une idée, j'étais en Syrie en 2003, et juste avant de partir, ma mère m'a envoyé me couper les cheveux, c'est moins cher là-bas. Et je suis avec mon oncle, donc chez le coiffeur, et il y a le portrait de Bachar al-Assad. C'était encore Hafez, ils avaient laissé le portrait de Hafez. Et je demande à mon oncle, c'est qui lui? Et mon oncle me dit, chut, chut, chut. Donc je ne sais pas qui est sur la photo devant moi, alors que c'est le président. Je ne sais pas à quoi ressemble le président, parce que même s'il est partout, personne ne m'a dit comment il s'appelle et que c'est lui le président. Ils n'osent même pas dire c'est le président. Donc concrètement, on ne peut pas dire un nom. On ne peut pas prononcer son nom, sinon c'est réellement arrestation arbitraire. On vous tabasse et au bout de 3 mois, peut-être qu'on vous renvoie chez vous. Voilà, pour le point. Les frères musulmans, rapidement, c'est un parti politique qui est en Syrie. Il est autorisé, mais au même titre que les partis sont autorisés. Je vous le présente parce qu'il va prendre de l'importance par la suite. Il arrive en 1930 en Syrie, et quand le parti Baas arrive au pouvoir, il va interdire tous les partis politiques, donc celui-là y compris. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas les... il ne faut pas les désigner du doigt. Je vous explique qui c'est parce qu'ils prennent de l'importance par la suite, mais que ce n'est pas eux l'ennemi du régime. Tout le monde est l'ennemi du régime. À partir de 70, on a des contestations en Syrie. Donc quand Hafez arrive au pouvoir, c'est réprimé violemment, systématiquement. Et jusqu'à 79, où vraiment là, les gens commencent à en avoir marre. Donc ils ont passé 10 ans sous la dictature, il y a des membres de vos familles qui se font arrêter, donc j'en connais moi-même, qui se sont arrêtés comme ça, ils ont parlé, ils ont eu une opinion, ils ont dit un truc, ils sont partis en prison. Donc les gens commencent à en avoir ras-le-bol, c'est à peu près la même chose que ce qui s'est passé vers 2011 en Syrie. Et on manifeste. Et voilà, donc ça je l'ai dit. Pourquoi les gens manifestent? C'est ça. Donc le ras-le-bol, parce que le système est autoritaire. Toutes les richesses du pays sont encadrées par un clan. Donc en Syrie, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité jusqu'à 2000. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Pas de téléphone. Et le pays est très corrompu. C'est-à-dire qu'un policier, un fonctionnaire, va chercher à vous casser les pieds jusqu'à que vous ayez envie de payer de l'argent pour que ça aille plus vite. Donc, ils vont ralentir les choses. Si vous passez un post-contrôle frontalier et que vous avez, je sais pas, une caisse d'orange, l'armée va la prendre. Donc, le pays est vraiment très corrompu. Et dans ce climat, dans cette ambiance, les frères musulmans vont émerger. Chose que j'ai pas dite, oui, évidemment, depuis 63, donc tous les syndicats sont dissous, tous les intellectuels sont enfermés. J'avais oublié de dire ça. Donc, qu'est-ce qui se passe en 80? Les frères musulmans sont placés dans une branche extrémiste. Ces gens-là se disent, on en a marre, il faut y aller maintenant, si on n'agit pas, il ne va rien se passer. Ils vont à Hama, donc la ville que je vous ai montrée au nord, et vont assassiner les dirigeants locaux du Baas. Donc, ils vont les prendre sur la place publique. Et ils vont déclarer la ville de Hama libérée. Donc, c'est-à-dire ces gens-là se sont dit, on ne veut plus du régime et on va faire un truc net. Et là, c'est peut-être la plus grosse erreur de 82. Comment le régime va réagir? On a à peu près, le régime dit 500 personnes, les témoignages sont, on ne peut pas vraiment dire parce qu'il n'y a pas vraiment d'infos qui sortent, entre 100 et 500 personnes qui ont des terroristes qui sont allés assassiner des gens à Hama. Il faut les déloger, les emprisonner, les juger. Comment on fait ça? Le régime arrive en février 82, il encercle la ville et il bombarde tout. Donc pour arrêter 500 personnes, on a bombardé toute la ville. C'est un peu comme si pour arrêter Mohamed Merah, on avait arrêté tout l'immeuble, tout le quartier. Et on a dû tirer tant de tas. C'est la même chose. Donc, pour arrêter 500 personnes qui sont contre lui et qui ont vraiment décidé qu'on va arrêter, ils ont tout fait. Une phrase importante, pas une famille n'est épargnée. Mais pas une famille, pas juste à Hama, pas une famille en Syrie n'est épargnée. Donc vous ne prenez pas un Syrien sans qu'il n'ait perdu quelqu'un à Hama. On pilonne à l'artillerie lourde, on isole la ville du pays, donc il n'y a personne qui rentre, personne qui sort pendant un mois. On prend les cadavres et on abat tout le monde, on creuse à la pelleteuse, on prend les cadavres, on jette dedans, on coule une dalle de béton et tout est fini. Et on ne parle plus d'eux. Aucune information ne sort, donc c'est quelque chose qui est très peu sorti.
et on a commis un génocide de toute une ville. Mais la répression s'est faite dans tout le pays. Donc, pourquoi je vous ai montré Hama au nord, Daraa au sud, 300 km d'écart, la famille qui habite à Daraa a eu des problèmes avec le régime parce qu'il y a eu des problèmes à Hama. Donc il ne s'est rien passé à Daraa, on a enfermé des gens arbitrairement, on les a tabassés, on est venu violer, on est venu piller les mosquées. Voilà, pour ça c'est bon. Donc, on estime 1000 morts minimum et 25 000 maximum. C'est très dur à estimer tout simplement parce que déjà il n'y a pas d'information qui sort et que personne n'ose parler. Si vous avez quelqu'un qui est mort à Hama, votre grand-père est mort à Hama, et qu'on vous demande comment va votre grand-père, vous dites qu'il est mort d'une crise cardiaque. On ne dit même pas il est mort à Hama, il est mort de vieillesse, de crise cardiaque. Voilà. Et assez inconnu de l'opinion publique, donc quasiment aucune information est sortie, et le responsable c'est Rifat el-Assad, le frère de Hafez el-Assad. Rifat el-Assad, maintenant, où est-ce qu'il est? Il est venu en France. Donc il est là actuellement, je vous parle de lui juste après. Il n'y a eu aucun jugement suite à ça, donc depuis 82, aucun interrogatoire. C'était un massacre aléatoire et aveugle, et les responsables ont même été félicités par le régime. Donc on leur fait des petits cadeaux, on leur offre une voiture, on leur offre des vacances. Donc ils ont été rétrogradés. Voilà, quelques mots sur le massacre de Hama, donc quelques phrases tirées. Notamment le général Alexandre Haig, donc secrétaire d'État de Ronald Reagan, a dit ce type a compris comment il fallait s'y prendre avec les barbus. Donc 25 000 morts gratuitement, et on le félicite, Hafez el-Assad. Ils ont marqué sur les murs il n'y a pas de Dieu que la partie, il n'y a pas de prophète que le basse. Et ça se fait encore là pendant les révolutions. Donc 2011-2013, il y a encore ces inscriptions sur les murs. Pourquoi cette phrase est importante? Parce que la majorité syrienne est musulmane, sunnite. Et comment on devient musulman? On dit il n'y a pas de Dieu qu'Allah, il n'y a pas de prophète que Mohamed. Donc ils reprennent la phrase religieuse pour insulter les gens, vraiment. Il n'y a pas de Dieu que la partie, il n'y a pas de prophète que le basse. Encore une fois, ce genre de slogan qui détourne la religion pour insulter sont réutilisés en 2011-2013 par le régime, par les Shabiha, par les Muhabarat. Il y en a sur les murs, il y a des inscriptions. Mon père me disait donc dans les années 90 qu'il avait vu un discours de Hafez el-Assad, donc on était en France à cette époque, où Hafez el-Assad était fier. Donc il est vraiment fier de ce qu'il a fait et il dit n'oubliez pas les hélicoptères de Hama. Donc s'il y a un problème, je suis prêt à recommencer, j'en suis très fier. Donc, après Hama, qu'est-ce qu'il fait? Hafez el-Assad il se déclare président à vie de la Syrie, donc grand sauveur. Voilà, il a fait un grand coup de force dans l'intérêt de la Syrie, selon lui. Un mois après Hama, il va également dire à la télé le Hama c'est fini, nous n'ouvrirons plus le dossier. Mon autre frère, oubliez, je n'en rendrai pas de compte. Voilà. Quelle est la politique ensuite du régime par la suite? Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est exactement le même déroulement qui se passe actuellement en 2011-2013. Donc cet événement est assez important. Appartenir aux frères musulmans est puni par la peine de mort en Syrie à cette époque. Et qu'est-ce que ça veut dire appartenir aux frères musulmans? Si vous allez à la mosquée, vous êtes frère musulman. Donc, si vous avez une barbe, vous êtes frère musulman. Deux anecdotes assez intéressantes. Une des personnes qui est là avait un ami marxiste qui avait la barbe, qui a été arrêté en tant que frère musulman. Un autre, un journaliste chrétien, est sorti, a passé 13 ans dans les prisons syriennes, parce qu'il avait une barbe aussi. Il n'a pas arrêté de dire je suis chrétien, on l'a considéré comme frère musulman, arrêté. Donc ça, voilà, porter le voile, c'est imputé aux frères musulmans aussi. Donc voilà. Donc en gros, c'est dès qu'on trouve un prétexte, on vous considère sous prétexte que vous êtes frère musulman, on vous arrête et on vous emprisonne. Depuis 70, l'état d'urgence est déclaré en Syrie. C'est-à-dire qu'on peut arrêter n'importe qui sans jugement. C'est quand il est arrivé au pouvoir. Donc dans tout le pays, on torture, on emprisonne, on enlève, et sous des prétextes arbitraires, et donc impunément, donc je vous dis, les Shabiha font tout ce qu'ils veulent tant qu'ils arrangent le régime. Les gens en arrivent à la conclusion, on ne parle jamais. Et c'est vraiment ça qui se passe. Nos aînés, nous les Syriens, ne nous parlent jamais de ce qui se passe en Syrie. On ne sait pas ce qui se passe. Donc jusqu'à 2011, on ne savait presque rien. Jusqu'à ce que les langues se dénient, que des gens osent écrire sur Internet, que des gens osent parler. Donc peut-être que votre père, votre mère a passé un séjour dans les prisons d'Assad, personne ne le saura jamais. Donc info intéressante, Rifat el-Assad, frère de Hafez, qui avait mené la rébellion, qui avait mené la répression à Hama en 82, en 84, tente de faire un coup d'État alors que son frère Hafez, le président, est hospitalisé. Seulement, son frère s'en sort, Hafez el-Assad s'en sort, il dit à Rifat, t'es mon frère, je ne vais pas te tuer même si tu as essayé de prendre le pouvoir, tu prends tout ce que tu veux et tu dégages.
Qu'est-ce qu'il va faire Rifat? Il va prendre des camions, il va prendre ses 100 hommes les plus fidèles, il va à la banque centrale de Damas, il prend tout jusqu'au dernier centime. Il ne laisse plus rien dans la banque. Littéralement, il n'y a plus une pièce dans la banque. Il remplit ses camions, il va se remplir son avion et il file. Il va où? En France, avec 60 milliards de livres syriennes. À l'époque, 4 livres syriens. 1 dollar, c'est 3-4 livres syriennes. Donc 15 milliards de dollars. Et donc les gens, ils n'ont plus d'argent dans la banque et ils n'osent pas parler. Donc il est parti avec 60 milliards. Et ses 100 meilleurs hommes. Il arrive en France, on lui déroule le tapis rouge. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'argent et qu'on l'a fait investir dans le tunnel sous la Manche. Il a perdu 75% de ce qu'il a investi. Maintenant, il est encore en France, il a des palais en France, en Angleterre, en Espagne. Donc il se promène, il vit là, il a un appartement à l'avenue Foch à Paris avec ses 4 femmes. Donc il est tranquille, il a de l'argent, il n'a pas de problème. Il a des chaînes de télévision, il fait des débats. Il a lui-même annoncé à la télé, je vous avais dit minimum 10 000, maximum 25 000 morts. C'est lui qui a mené la répression à Hama et dit non, je pense qu'il y en avait à peu près 30 000. Donc il a revu à la hausse le chiffre. Donc ce bonhomme, voilà, il se promène chez nous, il est en France. Et il se considère comme un sauveur de la Syrie aussi. C'est-à-dire s'il pense que maintenant Bachar el-Assad tombe, il sera accueilli en sauveur s'il revient. Donc on le mettra au pouvoir. Donc je vous dis, Rifat el-Assad, c'est un criminel de guerre. C'est clair, c'est net. Quand on vit Syrie, le quotidien en Syrie, on vit dans la peur permanente. Donc j'ai des témoins ici qui vont venir, qui vont vous parler un peu de comment c'est la Syrie. Donc déjà, pas de confort. Le régime a tout volé, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'entretien des routes. Donc même j'allais en 2000 à Damas, les routes ne sont pas entretenues dans la capitale. Il y a un gros culte de la personnalité, je vous en ai parlé. On vous arrête arbitrairement. Il y a énormément de propagande. Vous êtes surveillé partout, vous ne nous avez pas parlé. Donc le plus bel exemple, c'est ça, c'est qui sur la photo? Voilà. Je laisse parler. Son premier fils, Bassem a pris le pouvoir. Mais Bassem meurt en 1994 d'un accident de voiture. Du coup, celui qui prend le pouvoir, c'est son fils Bachar, son troisième fils. Bachar n'était pas préparé à aller au pouvoir. Donc, il n'a fait aucune formation, il a fait des études de médecine. Et d'après ses profs, c'était quelqu'un d'assez timide, qui ne se mettait pas en avant. Donc, la plupart des fils du régime venaient avec un garde du corps, venaient en limousine. Donc Bachar venait tout seul, il prenait le train, il prenait le bus. Donc, vraiment, il ne savait même pas ce que c'était le pouvoir. Il était comme vous, comme moi. Il va même étudier à Londres, donc il finit sa spécialisation d'ophtalmologue à Londres. C'est là-bas qu'il rencontre sa femme Asma, sunnite, lui à Alaouite. Et donc on se dit, en Syrie, si c'est lui qui arrive, ça va changer un peu. Il a vu ce qui se passe dehors, il a vécu un peu. Donc Bachar, lui, il revient, évidemment, il a été à Londres, donc il sait ce que c'est Internet, l'électricité, l'eau courante. Il va ramener ça en 2000. Donc les gens vont se dire, tiens, il y a un petit changement, on a le droit de se téléphoner maintenant. C'est bizarre. Bon, les services de renseignement enregistrent tout, donc c'est pas plus mal pour le régime. Donc les gens vont un peu accepter le président pendant une année. On va même commencer à parler, on va écrire des... Donc 2000, vraiment, on a le printemps de Damas, les gens vont s'ouvrir, les intellectuels vont écrire des bulletins d'opinion, on va faire des cercles de discussion. Et donc ça dure à peu près 1 an. Au bout d'1 an, il y a une personne, un homme, qui essaye d'ouvrir un parti politique. Là, il remet les pendules à l'heure, il arrête le mec, et il interdit tout. Donc à nouveau, on n'a plus le droit de parler, et ça revient comme avant. Donc c'est littéralement une personne qui a voulu ouvrir un parti et c'était fini. Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus? Voilà, bon, on va avancer un peu vite. Voilà, donc depuis 84, depuis 63 déjà, on a un État arbitraire corrompu. L'État est très tranquille depuis 82 parce que plus personne ne casse les pieds. Donc tout le monde se tait, comme ils ont dit, personne ne parle. On a le printemps arabe, donc dans ce contexte, les gens commencent à se dire, tiens, si on veut y aller, c'est maintenant ou jamais. Donc les gens appellent à manifester dès février 2011. Donc on sort dans la rue pacifiquement, donc je vais vous montrer une vidéo. On sort dans la rue et on dit qu'on veut la liberté. Qu'est-ce que les gens demandent à ce moment-là? 2 choses, la liberté et la levée de l'état d'urgence. Donc qu'on puisse être libre de parler, et lever l'état d'urgence pour qu'on ne puisse pas arrêter quelqu'un sans motif. C'est ça l'état d'urgence. Entre autres, il y a un tribunal qui fait qu'on peut arrêter sans motif. Donc c'est 2 choses que les gens demandent. Dès les premières manifestations, c'est réprimé par les Muhabarat et les Shabiha. Donc ils viennent au bâton électrique, ils n'ont pas encore d'armes, au bâton électrique, à la matraque, ils vous cassent la gueule. Donc les gens commencent à fuir. Ils cassent la première manifestation. Donc la répression est très
très très violent, c'est la réalité. Il y a des gens qui ont risqué leur vie pour filmer ça. On renforce l'écoute, on brise les moyens de communication, donc dès février 2011 on commence à surveiller le téléphone, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, donc les gens commencent à comprendre, on ne va pas vous laisser faire. Et on arrête les gens à leur vie. À quel moment ça s'enflamme en Syrie? 13 mars 2011, donc il y a 2 ans. Il y a un enfant qui... Alors, cet enfant va être très triste parce que son père, sa boîte a coulé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire sur un mur de son école « À mort un tel qui a ruiné mon père ». Les autres enfants de son école, donc ils ont aux alentours de 13-14 ans envoyés au collège, vont dire tiens, il a écrit ça, ils vont avancer, ils vont dire à mort le régime également, que change le régime, que change le gouvernement. C'est à Daraa, donc la ville du sud où je vous ai montré, je suis originaire. Et à ce moment-là, donc les services de renseignement l'apprennent, on arrête les enfants et on les envoie à Damas. Donc les enfants disparaissent. Ils ont écrit sur un mur que change le gouvernement, les enfants ont disparu. Ils sont torturés, on leur arrache les ongles, on leur casse la gueule. Il y en a quelques-uns qui ne reviennent jamais, ils sont morts. Quand il se passe ça, qu'est-ce qui se passe? Les parents sont très révoltés, ils vont manifester jusque devant le bâtiment des mukhabarat locaux, donc des renseignements généraux locaux. Ils vont voir le chef du mukhabarat, qui est Atif Najm, c'est le cousin du président. Il y a un représentant qui vient, qui enlève son turban, qui le met sur le bureau du président, qui dit « Mon honneur est entre vos mains, libérez nos enfants ». Le directeur du mukhabarat prend le turban, il le jette à la poubelle, et il dit « Oubliez vos enfants, faites-en d'autres. Et si vous ne pouvez pas les faire, envoyez de vos femmes, on les fait à votre place. » Voilà, directement. Oubliez vos enfants. Donc vous dites ça à un parent. C'est là que ça s'est enflammé. C'est là que les slogans ont commencé. Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi, au-delà. C'est à un moment que ça s'est enflammé. Ce slogan reprend un des slogans du régime. Par notre âme, par notre sang, nous nous sacrifions pour toi, au Bachar, évidemment. Donc ils ont essayé d'inverser la tendance. Et là, les gens commencent vraiment à manifester, à dire non, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable qu'on arrête un enfant de 13 ans parce qu'il a parlé. Voilà, c'est là que ça commence à s'enflammer. Une autre histoire dans le genre qui est donc Hamza el-Khatib, arrêté le 29 avril 2011 par le régime. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il amenait de l'eau aux manifestants. Quand les Mukhabarat sont arrivés, ils ont fait des arrestations arbitraires. Parmi elles, Hamza el-Khatib. On l'enlève, on le tabasse, on massacre. Donc il est vraiment torturé. Et on renvoie le cadavre à la famille un mois plus tard. On leur dit de l'enterrer. Donc malgré ça, la famille, elle le filme. Et donc vous avez la vidéo sur YouTube, il devient un martyr de la révolution. Il a été envoyé au service secret, son corps ne ressemble plus à rien, il est brûlé, il a des brûlures cigarettes partout, il a été tabassé, brûlé à l'huile. Et c'est juste horrible à voir, moi j'ai vu la vidéo, si vous voulez la voir, vous y allez. C'est une preuve, ça s'appelle une preuve. Quelqu'un a pris le risque alors qu'on leur a imposé on leur a renvoyé le cadavre de leur fils et on leur a imposé de l'enterrer tout de suite. Ils ont quand même eu le courage de filmer pour prouver que ce qui se passe en Syrie. Et donc ça devient un des symboles de la révolution. Une fois que le gouvernement a su que la vidéo était sur internet, ils ont amené leur père, ils l'ont mis devant les médias syriens et ils lui ont dit que ce sont les révolutionnaires qui ont fait ça à ton fils, sinon on en tue un autre. Donc, à chaque fois qu'un enfant devient martyr, on oblige ses parents à démentir à la télé. Les manifestations sont violemment réprimées, et donc là j'ai des personnes qui étaient dans les manifestations qui vous diront on va à la manifestation, on n'a pas d'armes, on est main nue, et on nous demande la liberté, et on vient nous casser la gueule, littéralement. Donc Damas, Daraa, dans tout le pays, on commence à tirer dans le tas. Donc au bout de quelques semaines, on n'hésite plus. Là, ça commence à tourner à l'émeute, c'est-à-dire les gens, on leur casse la gueule et ils ne vont pas rien faire. Pour vous donner un exemple vraiment frappant, j'ai vu une vidéo où, à Daraa, les jeunes gens venaient avec des roses en criant « Selmiye, Selmiye »,« Pacifique, Pacifique ». Et les soldats leur cassaient la gueule. Donc, il n'y a pas plus gros contraste. C'est pas une arme, une rose. Voilà, donc le principal slogan, par notre âme, par notre sang, nous sacrifions pour toi, Daraa. Et pourquoi ce slogan, ou pourquoi il est important? Parce que c'est pour montrer que ce n'est pas une lutte confessionnelle, ce n'est pas une lutte de religion. Nous sacrifions pour toi, Daraa, pas pour vous les sunnites, pour vous les chiites. Ils se battent contre un régime criminel, et pas entre eux, c'est ça que je veux vous amener à comprendre. Un autre slogan, le peuple syrien est uni. Ce slogan est très pris aussi. Donc, tous les Syriens s'unissent, c'est une lutte contre un régime criminel. La répression devient même dans tout le pays en avril. Et donc, à ce moment-là, avant on envoyait les services de renseignement et les Shabiha, maintenant on commence à envoyer l'armée pour tirer sur le peuple. C'est-à-dire des gens, l'armée majoritairement sunnite.
vous êtes enrôlé dans l'armée pour 2 ans, c'est le service militaire, et on vous envoie tirer sur votre propre village. C'est littéralement ça. On a commencé à assiéger les principales villes. Donc là, ça commence à se passer comme Hama, c'est pour ça que j'ai parlé de Hama. Donc qu'est-ce qui se passe pour assiéger une ville? On commence par couper l'eau, l'électricité et le téléphone. Ensuite, on bombarde au mortier, au missile sol-sol, puis on rentre, on tire dans le tas. Comment ça se passe dans une ville? On vient vous casser la gueule, on vient vous tuer, on vient vous tirer dessus, on vient vous violer, mais on vient aussi vous piller. Donc, il y a des gens ici qui ont été chez eux, l'armée rentre chez eux par la force, les Shalbiha Kontrabalat aussi, et devant vous, pendant qu'il y en a un qui vous pointe la mitraillette, il y en a d'autres qui vident votre maison. Donc, on rentre chez vous, on prend la télé, on prend l'or, on prend l'argent, et ils vont le revendre 100 mètres plus loin au marché. Donc, ça se fait comme ça, un petit transfert. Et vous pourrez rien dire parce qu'il y a une arme. Manifestation pacifique, la vidéo elle arrive juste après. Human Rights Watch dénonce centaines de victimes par jour. Donc, Human Rights Watch, il y a 1 mois, l'armée, qui s'appelle l'armée électronique gouvernementale, est allée sur leur site, a hacké leur site et a dit tous vos rapports sont faux, arrêtez de mentir. Plusieurs fois, la télé syrienne a dit ce qui est dit par Human Rights Watch et par les ONG, ce sont des mensonges. C'est une fabrication d'un complot terroriste, sioniste, international contre la Syrie. Voilà, ça a été dit, hein, vous regardez les vidéos officielles, le président le dit, c'est un complot de terroristes étrangers qui viennent prendre le pouvoir dans mon pays. Non, c'est pas des terroristes étrangers, c'est des gens sur place qui en ont marre qu'on leur bombarde leur maison. Donc comment est la vie là-bas? Le gouvernement dit tous les massacres, il y a des snipers partout sur les toits. Si vous sortez dans la rue, on vous tire dessus. Donc Bachar me disait, s'il y a un chat dans la rue, le sniper le tire dessus. S'il y a un cadavre dans la rue, vous ne pouvez pas le ramasser pour l'enterrer parce qu'on tire dessus. Bon, littéralement ça. Un de ses amis était à une manifestation, il a vu une tête exploser devant lui. Donc les snipers sont placés sur les toits et tirent sur tout ce qui bouge. الحرية حالا يا شعب بيدوم سآمن حالا الحرية حالا. بتشوفوها ولا صغيره شي لا فيها شي لا فيها شي Il y a 3 jours, il y a le rapport de Human Rights Watch qui dénonce clairement les crimes du régime. Ici, un rapport de l'ONU que j'ai lu dans le point, je suis reparti sur le site de l'ONU. Dans son rapport sur les enfants dans les conflits armés rendus publics le même jour, les Nations Unies affirment que les soldats syriens ont torturé et exécuté sommairement des enfants et se sont servis de certains d'entre eux âgés d'à peine 8 ans comme de boucliers humains au cours de leur opération contre les rebelles. Donc ça, c'est la vérité encore.
L'ONU qui dit ça, Human Rights Watch qui dit ça. Donc des gens qui sont indépendants du gouvernement, qui vont sur place pour regarder ce qui se passe. Donc autant le gouvernement veut garder le pouvoir, ça peut se comprendre, autant on s'attaque à tout le monde et même aux enfants, ça n'a pas de sens. C'est ce ras-le-bol qui a fait que les gens se sont révoltés. Un point aussi, donc le dernier rapport de 2017 qui date de février dernier, donc il y a un mois, considère que la génération actuelle syrienne est une génération perdue. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'orphelins, de gens qui ont subi la guerre, qui n'ont pas eu d'éducation pendant 2 ans. Donc si on n'y va pas au plus vite, c'est pas une génération, c'est 2 qui sont perdus. Voilà. Comment le régime va réagir à ça? C'est très facile, toujours les mêmes arguments. Donc, une atteinte au sentiment national, il faut réagir, il faut tirer, il faut éliminer les génères. C'est des gangs armés, c'est des terroristes qui viennent semer le trouble dans le pays. C'est du sectarisme, c'est de la traîtrise, sioniste, plan américain, complot, des islamistes. Tous ces termes reviennent sans arrêt. Donc, soi-disant, les meurtres des civils sont faits par des terroristes qui tirent sur les civils puis sur l'armée. Les vidéos de manifestation, tout est tourné dans les studios d'Al Jazeera, donc une chaîne arabe. Les témoignages, ce sont des gens corrompus, payés par les régimes israéliens sionistes. Donc voilà, ils vous fabriquent un truc avec les juifs, les américains et Al-Qaïda. Et ils vous mélangent tout ça. Et pour vous donner un peu, les gens, une partie de la population, y a cru jusqu'à qu'on commence à tirer à ce que les avions commencent à bombarder leur propre maison. Là, ils s'en est dans un problème. Donc même les gens ont quand même donné du crédit. Alors, 2 vidéos que je vais vous montrer encore. Donc, la première, c'est le témoignage d'un journaliste qui travaillait pour le régime. يعني التصوير كان يتم لاشخاص لما نعمل مقابله مع الاشخاص بالشارع غصبا عنهم دائما بيكون الامن موجود او الجيش فالتصوير ده يحصل لما نصور بص كل الاسلحه اللي كانت تصور كله من الامن تيجي سياره من الامن مليانه اسلحه بتتصور بتنزل بالارض تنفرد بالارض والعناصر اللي موجودين كلهم يحطوا اسلحتهم ونصورهم انه مسكناهم مع عصابات وكلام والى اخره فهو كله كلام كله كان مفبرك بشتى الوسائل. Fait une destruction aveugle et justifiée n'importe comment. Donc, déloger les bombes armées, on peut tirer sur n'importe qui depuis un hélicoptère. Voilà comment ça se passe. Et ça, c'est tous les jours. Donc, ça, je me suis dit, vous avez un exemple, comme ça, vous voyez ce que c'est. Le 27 juin, 400 étudiants d'Alep sont jugés pour sabotage et insulte au président. Quand je dis juger, je veux dire arrêter, massacrer, torturer, et ils sont peut-être pas sortis de prison là. Voilà. Ou morts. Donc, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que le régime vous amène à croire qu'on est prêt à détruire un pays tout entier pour garder un seul homme. Donc un des slogans du régime c'est Bachar al-Assad. Voilà. Alors, Al-Assad ou Nahraq al-Balad, c'est un slogan. Bachar al-Abad ou Nahraq al-Balad. Bachar pour toujours ou on brûle le pays. Donc on est prêt à brûler le pays si ce n'est pas Bachar notre président. Et ils l'ont brûlé, ça va. Merci. La vidéo de défection. Donc un témoignage, il y en a comme ça pareil, des dizaines et des dizaines. أنا النقيب صالح حبيب صالح من مرتبات الفرقة الأولى من الطائفة العلوية الكريمة أعلن عن انشقاقي عن الجيش الأسدي بسبب تلقينا أوامر بقتل الأطفال والنساء وكل من يتظاهر للمطالبة بالحرية، حيث تلقينا هذه الأوامر من القيادة العليا، حيث قمنا بتنفيذ عدة مهام عسكرية ضد المدنيين العزل، وأثناء قيامنا بهذه المهام لم نرى أي مظاهر مسلحة أو مسلحين، بل كنا نتلقى الأوامر بقتل كل من نراه وأن لا نميز بين امرأة أو طفل حتى نرهب الناس كي لا يستمروا المظاهرات، وتلقينا أوامر بأن نسعى إلى نشر الفوضى والطائفية، وكنا نقوم بقتل الناس الذين يلقى القبض عليهم وإن كانوا من الطائفة العلوية أو السنية، وكنا نقوم بخطف الناس والمقايضة عليهم بأموال من أجل إلصاق هذه الجرائم والتهم بجماعات مسلحة كما تدعي القيادة السورية وإعلامها الكاذب. Donc
j'ai défectionné parce qu'on m'a donné l'ordre de tuer les femmes, les enfants et toute personne qui pourrait manifester. Ce genre de vidéos, vous en avez plein. Voilà. Les événements marquants durant cette période. Le 1er août, donc les manifestations ont commencé en février 2011. Le 1er août, on a la création du Conseil national syrien. Le but, c'est de coordonner l'action de l'opposition et de mener des opérations contre le régime de Bachar. Il est dirigé à sa création par un chrétien, Georges Sabra. Donc encore une fois, ce n'est pas une lutte confessionnelle. Il y a des chrétiens, des musulmans, des sunnites, des chiites, des alaouites. On ne se bat pas entre religions, on se bat contre le régime qui les a torturés. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est une illusion qu'on peut avoir en lisant les médias, ou parce qu'il manque d'informations dans les médias. Les débuts de l'ASL, Armée syrienne libre, donc en août 2012, c'est à ce moment-là, il déclare on va s'organiser et on veut la chute du régime. Donc là, c'est clair, c'est net, c'est dit officiellement, on ne veut plus de ce régime criminel. Information importante, donc Kofi Annan, vous avez entendu parler sûrement à ce moment-là, ça a été beaucoup médiatisé, qui tentait de négocier un cessez-le-feu le 12 avril 2012, immédiatement rompu par le gouvernement. Donc ils n'ont même pas cherché négociation, rien, ils ont dit ok, on a tiré quand même. À tel point, Kofi Annan, qui avait la mission de trouver une solution en Syrie, a dit que c'était une mission impossible, on ne peut pas. Et il a arrêté, il a laissé tomber, il a démissionné le 3 août 2012. Information importante, le Haut Comité de la paix civile syrienne, donc 13 avril, donc aujourd'hui on est le 15, donc il y a 2 jours ils ont annoncé la création de ce comité. Quel est son objectif? Ce que les Syriens veulent montrer, c'est qu'ils ont de la bonne foi, qu'ils ne veulent pas un pouvoir islamiste, qu'ils veulent juste la chute du régime, la liberté, la dignité. Et ils se sentent paralysés parce que la communauté internationale, ils ont l'impression qu'elle tourne en rond. Du coup, ils n'arrêtent pas d'apporter des preuves. On leur a dit, on ne veut pas que les armes qu'on vous donnerait tombent entre les mains des islamistes. Ils ont dit, on vous rendra chaque arme qu'on utilise. Ils n'ont pas reçu d'armes. On leur dit, on ne veut pas que le régime soit autoritaire, qu'il opprime les minorités. Ils ont dit, on va faire une démocratie. Malgré ça, il ne se passe rien. Donc là, qu'est-ce qu'ils ont fait, encore une fois? Au Comité de la paix civile syrien, organisation à caractère indépendant, sortant du sein du Conseil national syrien, indépendant du Conseil national syrien, visant à mettre en échec toute dérive sectaire dans la future Syrie. Et une citation d'un des dirigeants, si à Hama, la majorité sunnite se venge sur la minorité alaouite, quel sera le sort des sunnites dans la région du Sahel? Donc l'objectif de ce haut comité, c'est encore une fois une preuve de la bonne volonté, c'est pour dire quand c'est fini, on ne veut pas qu'il y ait des purges ethniques, on ne veut pas qu'on tue les alaouites parce que c'est de leur faute, on ne veut pas qu'on tue on veut juste qu'on juge les criminels, qui qu'ils soient. C'est ça que je veux vous amener à comprendre encore une fois, c'est ça que veulent les Syriens, la majorité des Syriens. Les événements marquants encore, le 11 novembre 2012, on a Moaz El-Khatib qui est élu président de la coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution à Doha. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il est très important actuellement et il y a son discours qui résume exactement la situation que j'aimerais vous lire. Alors, il démissionne le 17 mars parce qu'il dit je voulais œuvrer avec une liberté que je ne pouvais pas avoir au sein d'une organisation officielle. Donc lui aussi se sentait limité dans le cadre d'une organisation officielle parce qu'il ne sentait qu'il n'avait pas d'aide. Ce discours, le 11 novembre, quand il est élu président. Je voudrais mettre en avant certains points, même si je dévie légèrement des normes diplomatiques. Le premier point est que notre révolution est une révolution pacifique de son début à sa fin, et le régime seul porte la responsabilité politique et religieuse, car il a poussé les gens à défendre leur vie, leur honneur, leur argent et leur religion. Des dizaines de villes ont porté des roses, des dizaines de jeunes hommes et femmes ont porté des roses et de l'eau fraîche au personnel de sécurité, en demandant simplement leur droit à l'expression. Mais le régime barbare leur a répondu en les emprisonnant, les torturant, les enfermant et en détruisant systématiquement l'infrastructure économique et sociale de la Syrie, après avoir détruit son infrastructure éthique, éducative, scientifique pendant plus de 50 ans. La demande de notre peuple était très simple, il voulait juste que chacun puisse dormir sans peur. Ça résume toute la situation. Donc, sur cette phrase « dormir sans peur », quelqu'un qui m'avait dit « La nuit je dors et j'ai peur que ma bouche dise des choses que les autres puissent entendre ». Donc on a fait vraiment confiance à personne en Syrie. Et le régime a vraiment créé ce climat très, très dangereux. Le printemps syrien dans le monde. Donc on a des positions, on a des gens qui disent, on a des gens qui vont. Il ne se passe rien. Ce que je vous amène à comprendre, c'est que quand vous conduisez une voiture, il se peut qu'il y ait un accident. Mais si vous ne conduisez pas la voiture, vous n'arriverez jamais à votre lieu où vous allez, vous n'irez jamais au travail. La Syrie, c'est pareil. Si on renverse le régime, il se peut qu'il y ait un accident, il se peut que des extrémistes prennent le pouvoir. Mais personne en Syrie ne le veut, au même titre que personne ne veut avoir un accident quand il prend sa voiture.
Le peuple syrien veut qu'on agisse et veut qu'on aille de l'avant. Mais là, on a l'impression d'être paralysé, au même titre que vous ne voulez pas aller au travail dans votre voiture parce que vous avez peur de l'accident. C'est ça, j'ai pris cet exemple, j'espère qu'il est assez clair. Il y a une peur que les armes tombent entre les mains d'extrémistes, on fera en sorte que ça ne tombe pas. Il y a une peur que le régime lui-même devienne extrémiste, pas de problème. De toute façon, on a un régime criminel, les gens ne veulent pas pire. Ils ne veulent pas le même régime. Voilà, c'est le point que je voulais aborder. Pourquoi ces hésitations? Protection des minorités, ils ont une stratégique. C'est encore les points de vue avancés par le régime. On protège les minorités, on est laïque, on donne l'égalité à tout le monde, donc il n'y a pas d'égalité en Syrie. Il y a juste l'égalité offerte aux membres du régime, aux membres du PAS. Comme le disait le témoin tout à l'heure, si vous voulez vivre en Syrie, soit vous signez, vous adhérez au régime, dans ce cas vous avez accès à tout, vous pouvez devenir médecin, vous pouvez devenir avocat, soit vous menez une vie difficile, soit vous quittez le pays. C'est ce que mes parents ont fait, c'est ce qu'il a fait, c'est ce que beaucoup de Syriens ont fait. Et beaucoup de ces Syriens sont réfugiés vers des pays qui considéraient comme juste et démocratiques. Donc, beaucoup de Syriens en France, beaucoup de Syriens au Canada, aux États-Unis, en Europe, et notamment en France, au Royaume-Uni. Voilà, on a considéré qu'il y avait du droit. C'est pour ça qu'ils sont ici, nos parents. Il y a beaucoup d'islamophobie aussi. Donc, comme c'est un régime laïque, on ne veut pas amener à un chaos comme il pourrait y avoir en Irak, en Iran. Autant vous dire, le régime iranien est le même, voire pire que le régime d'Assad. Clairement, littéralement. Voilà, donc ce genre d'hésitations font que le régime pousse les limites, il avance, on fait endurer, il fait la même chose sans arrêt. Et on cherche des excuses, on demande du dialogue, du soutien politique, une solution politique, ça c'est mauvais. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple pour vous choquer, mais est-ce qu'on ose demander aux Juifs en 1945 de se réconcilier avec les nazis? Absolument pas. On ne peut pas demander au peuple syrien de se réconcilier avec un régime qui a enlevé vos enfants, qui vous a enfermés, qui vous a torturés, qui a volé vos affaires devant vos yeux. Bien. Donc je vais arriver au point de vue humanitaire. Avant de parler de ça, je laisse la parole aux témoins. J'ai Bachar et un autre étudiant qui viendront et vous diront. Donc, ils viennent de Syrie, loin d'un mois. Ils ont vu les manifestations, ils ont vécu là-bas, ils vont vous dire comment on vit là-bas. Une étude de l'ONU du 6 avril, j'ai quelques chiffres à vous donner. On a, donc 6 avril, il y a une semaine, 70 000 morts identifiés. Donc la réalité, c'est qu'on est au-dessus de 120 000. On a plus d'1 million de réfugiés donc, qui sont sortis du pays, 2 500 000 déplacés internes dans le pays, des apatrides, 300 000 réfugiés politiquement dangereux. Pour vous donner un ordre d'idée, 30 000 au Royaume-Uni. Donc juste à côté de chez nous, il y a 30 000 personnes qui sont venues. 10 millions de personnes atteintes de pauvreté, ça c'est d'hier, ça date d'hier. Donc c'est dire moins de $2 par jour. Et avant les manifestations, c'était 5 millions de personnes. Donc déjà, la pauvreté touchait une personne sur 4 avant les manifestations. Et encore une fois, comme je le disais, c'est pas parce que le pays est pauvre, c'est parce que le peuple est pauvre. Le gouvernement a tout volé. Et on a besoin de 80 milliards de dollars de construction, c'est 4 fois le budget de la Syrie. Il y a 400 000 habitations qui ont été détruites. Donc le régime s'est bombardé. C'est le dernier pays, en 2012, à utiliser des mines antipersonnelles et des bombes à sous-munitions. Bombes à sous-munitions, si vous ne connaissez pas, c'est une bombe avec des bombes à l'intérieur. Et il y en a 30% qui n'explosent pas, donc les enfants ils prennent pour des jouets et il y a des accidents après. Voilà. Ça, c'est un chiffre. Rapport du Human Rights Watch du 11 avril, donc là on est 15 avril, il y a 4 jours. Donc il dénonce les bombardements de boulangeries, les attaques de boulangeries, les bombardements de civils, on attaque les hôpitaux, on nous arrête dans les hôpitaux. J'ai parlé à une infirmière qui s'occupait des manifestants blessés. Les Sharia sont venus dans l'hôpital et ont enlevé les manifestants qui étaient blessés, qui étaient sur le point de mourir. Et elle leur demande, mais qu'est-ce que vous leur voulez? Ils sont en train de mourir, vous n'allez pas les envoyer en prison. Et le mec lui dit, il n'y a plus de place en prison. Sous-entendu, on va s'en débarrasser tous. Alors que le mec, on aurait laissé 30 minutes dans l'hôpital, il était mort de toute façon. Attaque aux bombes à sous-munitions, attaque aux armes incendiaires, délivrement sur les civils. Hier, j'ai vu un article, donc, bombe à phosphore. Donc les armes chimiques ont été utilisées. Bombe à phosphore, ça brûle un peu tout. C'est pas très rigolo en fait. Donc si vous tapez sur Google, vous lirez, je vais pas vous en parler. On vise délibérément les civils, encore une fois. Donc il y a des bombardements
et les avions arrivent et tirent sur les gens. Bon. Il y a énormément de témoignages dans ce rapport. Human Rights Watch, 11 avril. Vous le lisez, vous avez toute la vérité. La carte des réfugiés, où sont-ils allés ces réfugiés? Donc, principalement Turquie, Jordanie, Liban, Irak, un peu d'Égypte et de nord de l'Afrique. Et comme vous le voyez, ça c'est des majoritaires. Il y en a qui viennent jusqu'ici. Donc les camps, imaginez qu'en Jordanie, il y a 3000 personnes par jour qui arrivent. Les camps sont débordés, il n'y a plus de place, c'est la misère. Cet hiver, il y avait des inondations jusque-là. Quand il y a un Qatari qui est venu, quand il a vu que les gens vivaient dans l'eau jusqu'ici, il a fait un don de 100 millions, 100 millions de dollars, et la situation était la même. Vous comprenez, il a fait un don de 100 millions de dollars qui ne sont pas arrivés jusqu'au jour du camp. Donc il y a eu de la corruption et entre-temps ça a été court-circuité. Voilà, qu'est-ce qui se passe en ville? Donc, vous avez eu des témoignages. Il n'y a aucun droit d'homme, les snipers dans la rue, je vous en ai parlé. Aucun homme ne sort pas dans la rue, donc 18-25 ans, vous êtes littéralement ennemis de l'État. Il n'y a aucune communication, on a coupé le téléphone, on ne peut pas parler. Vous êtes surveillés en permanence. La nourriture est très chère. Les prix sont multipliés par, comme vous dites, une baguette de pain, c'est 70 €, ce serait en France. Donc vous allez acheter votre baguette, vous payez 70 €. Là, c'est les prix à Damas, c'était il y a 2 semaines, on m'avait dit. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture. Les villages sont condamnés, on brûle et on sale. On ne jamais. On vous arrête, arrestation, massacre, viol, pillage, emprisonnement. Donc, j'en répète les mêmes choses, j'insiste, c'est pour que vous compreniez bien qu'il y a vraiment un massacre à sens unique qui a poussé les gens à se révolter. Il n'y a pas de matériel médical, ça c'est un gros problème. Il n'y a rien, on a des médecins très compétents. Pourquoi? Parce que la Syrie, c'est une fierté d'avoir un enfant qui est médecin. Donc les médecins syriens sont vraiment très très forts. Ils vont se former à l'étranger. Donc mon père est en France, il y a des gens qui ils sont extrêmement compétents, c'est marrant parce que c'est une fierté, c'est une image. Et quand même dans leur pays, peu importe qu'ils soient compétents, parce qu'ils n'ont rien pour opérer. Ils ont un scalpel, point. Qu'est-ce qu'on va faire avec un scalpel? On ne peut même pas... Pas de matériel médical et surtout interdiction d'apporter des soins. Ça c'est très important, je pense que je vais y arriver par la suite. Et voilà, une information, un témoin, quand on est sur les murs de Damas, quand quelqu'un part et on ne revient pas, on va écrire, on lit partout sur les murs de Damas, un tel est parti, tel jour, à telle heure, n'est jamais revenu. Donc vous avez des listes de noms comme ça. Il est sorti, il n'est jamais revenu. Un rapport de l'ONU, encore. J'ai rarement vu autant de brutalité contre les enfants en Syrie, où les filles et les garçons sont emprisonnés, exécutés, torturés et utilisés comme boucliers humains. Un médecin, Gérard Pascal, médecin du Monde, il passe souvent aux informations, il est porte-parole. Donc ces gens sont amenés à une certaine neutralité. Et ce que je vais vous montrer dans ce dialogue est assez intéressant. Donc, vous avez lancé un appel à une trêve pour que les médecins puissent faire leur travail. Cet appel s'adresse aux deux parties, c'est bien de cela qu'il s'agit. Absolument, sans prendre parti. Bien entendu, cela s'adresse quand même, il faut être un peu réaliste, essentiellement aux autorités. Qu'elles nous donnent accès à l'aide internationale actuellement filtrée. La Syrie interdit à un médecin du monde, à la Croix-Rouge, aux ONG de venir aider les victimes. Bon. Vous comprenez que le régime a pris son propre peuple comme ennemi. Encore une fois, le peuple se révolte parce qu'il est pris comme ennemi par le propre régime qui lui a volé tout ce qu'il avait. L'aide humanitaire, voilà, c'est ça que je veux dire. Bloquée par le régime, les ONG sont restreintes par le régime, donc quand vous êtes une ONG, vous réussissez à rentrer, il y en a 8 dans le pays actuellement, c'est très peu. Et que celles qui sont réussies à rentrer sont systématiquement suivies par un général avec un laissez-passer. C'est-à-dire que si le général n'est pas avec eux, on va tirer dessus. Et donc, évidemment, comme il va les laisser au même endroit, il va leur empêcher de bouger, il va restreindre leur mouvement. Médecins sans frontières est illégal sur place. Donc, les gens de Médecins sans frontières y vont. Excusez-moi. Je vois un établissement dont vous partez, vous bien payer ce que les sports sont établis. D'accord, j'ai besoin. Merci. Donc, Médecins sans frontières ne peuvent pas rentrer. Il y en a sur place et ils travaillent dans l'illégalité. Le régime leur tire pas de soucis. Et le problème, c'est ça, c'est que l'ONU ne peut pas opérer à l'intérieur des zones tenues par les rebelles sans le consentement explicite du gouvernement syrien. Il a été reconnu par toutes les grandes instances que le régime syrien avait perdu sa légitimité et qu'il n'était plus représentant de la Syrie, des Syriens. Et malgré ça, on attend quand même son accord pour amener de l'aide humanitaire. Donc, il y a une contradiction que je vous amener à comprendre.
Voilà, donc c'est ce que je viens de dire. L'acheminement de secours impartiaux des zones contrôlées par l'opposition et les zones délaissées doit être conditionné à un accord du gouvernement syrien et les pays coopératifs. Quand je dis les pays voisins, les gouvernements aident un peu, les peuples aident un peu. Mais il y a Free Syria Liban, j'ai eu le témoignage il y a 2 jours aussi, qui ils s'en rendent compte, comme exemple du Qatar, 100 millions qui ne sont jamais arrivés. Eux-mêmes envoient de l'aide régulièrement et cette aide n'arrive jamais. Donc ils se sont dit, on va faire une collecte et on va y aller nous-mêmes. Donc en février, il y a 1 mois, il y a 2 mois, ils ont rempli des camions et ils se sont rendus en Syrie. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ils ont déboursé 5 000 € en douane. Donc ils ont été arrêtés à chaque contrôle militaire et on leur a fait cracher de l'argent. Donc dès qu'on sait que vous êtes militaire, un droit de payage pour un camion, ça doit être 300 €. Si on vous dit que c'est de l'aide militaire, c'est 3 000. Parce qu'ils savent que vous êtes obligé de passer. Donc il y a vraiment une contre-productivité. À côté de ça, il y a vraiment une aide des peuples. C'est-à-dire que les Français, les Canadiens, les Américains, les Russes, vous-même, vous venez ici parce que vous voulez savoir, les gens veulent aider. Mais pourquoi la situation est paralysée? Je ne peux pas vous le dire. C'est pour ça que je fais cette réunion. Pour vous inviter à le savoir et à le dire aux gens. Faites savoir ce qui est vrai en Syrie. Ce n'est pas des islamistes, ce n'est pas des terroristes. C'est des gens qui sont là pour leur liberté. Et à côté de ça, il y a des gens qui souffrent à cause du régime qui les bombarde. C'est ça que je vous avais à apprendre. Et là, si vous pouvez sortir de cette réunion en sachant ça et en disant aux autres, moi c'est parfait. Le viol, l'un des aspects les moins étudiés de la répression du régime syrien est le viol des femmes. C'est marqué viol des femmes, mais 20% sont des viols des hommes. Donc le régime viole n'importe qui. C'est utilisé comme un moyen d'humiliation et pour réduire au silence. On a donc il y a 3 jours, il y a 7 jours, reportage de la CNN. 80% des viols répertoriés en Syrie sont dus au régime, 19% ne sont pas déterminés et 1% au reste. Donc on a 80% qui sont assurément attribués au régime, 80% des témoignages. Je n'ai repris aucun exemple. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui font un effort permanent pour faire témoigner. Donc, il y a des gens qui prennent leur courage à deux mains, qui vont en Syrie et qui font témoigner les gens, qui récupèrent des vidéos pour qu'une fois que le régime est tombé, on puisse juger les criminels. Voilà. D'un point de vue militaire, les promesses d'aide ne sont pas tenues. L'ONU a plus d'1 demi-milliard qui ne peut pas donner parce qu'il faut l'accord du gouvernement qui l'a reconnu non légitime et non représentant de la Syrie. 1 demi-milliard, plus 600 millions d'euros. Et l'an dernier, il les a donnés au régime pour les distribuer aux personnes en difficulté. Le régime va se redistribuer 600 millions. Donc l'ONU a donné 600 millions parce qu'ils se sont dit, si on ne le donne pas, si on le donne, ça va aider un peu les gens, même si le régime va le garder. Non, la meilleure manière d'aider, c'était de rien donner. On est d'accord. Ils ont donné 600 millions au régime. Et on ne peut pas croire que ces gens-là ne réfléchissent pas. Ils sont totalement conscients. Ils sont comme vous, c'est des ingénieurs, c'est des diplomates, c'est des politiciens. Ils ne sont pas capables de réaliser que le régime va utiliser cet argent contre le peuple. Donc encore, vous allez avoir ces incohérences. C'est-à-dire, je vous amène à réfléchir sur ça. Voilà. Pourquoi? Je sais pas. Il y a la politique du je veux pas, c'est un article que j'ai beaucoup aimé. Les États-Unis, par exemple, le régime est plus crédible, mais il faut quand même une solution politique avec le régime. C'est assez bizarre. La Turquie ouvre ses frontières, et comme je vous l'ai dit, voilà, comme Free Syria Liban, on empêche les militaires de passer. Alors qu'il suffirait d'un laisser passer. L'Iran dit que le peuple syrien doit choisir son gouvernement en envoyant des armes. La Russie, idem. Donc il y a vraiment une paralysation étrange. Dans les camps, c'est catastrophique. Et pourquoi je cite là-dessus? Catastrophique. Il y a énormément de gens, énormément d'orphelins, énormément de veuves, énormément de blessés de guerre. Ils sont abandonnés et les camps sont totalement corrompus. C'est-à-dire que l'aide qui arrive dans un camp, même quand on l'a donnée aux dirigeants du camp, on n'est pas sûr qu'elle arrive aux gens dans le camp. Les dirigeants eux-mêmes sont corrompus. Et je ne sais pas si c'est un effort exprès pour que tous les camps soient corrompus, ou si ça s'établit comme ça en période de guerre, mais le fait est que maintenant, la plupart des ONG, des organisations, des associations envoient l'aide eux-mêmes. Ils vont eux-mêmes. Free Syria Liban, on remplit ces camions samedi pour qu'ils partent le 25, encore une fois. Donc s'ils ne déposent pas eux-mêmes main dans la main, on n'est pas sûr que ça arrive. Donc ça, c'est un très très gros problème. Insécurité permanente. Donc un truc important, le peuple syrien est un peuple très pudique. Les femmes n'osent plus aller aux toilettes parce qu'elles sont observées tout le temps, c'est assez ouvert. Elles reçoivent systématiquement des propositions. On leur propose de se prostituer, on leur propose un mariage pour l'arranger. J'ai vu une vidéo où il y avait un homme qui venait d'Arabie Saoudite et qui disait est-ce qu'il y a des femmes qui veulent venir avec moi? Donc
simple fait d'être en Arabie Saoudite, ça lui donne accès à 2000 $ par mois d'aide du gouvernement. Et il a besoin de se faire un harem, quoi. Il va acheter des Syriens. Donc il y a un marché humain, c'est comme s'ils allaient acheter du détail. Un autre qui avait 60 ans qui disait est-ce que je peux épouser cette fille de 13 ans, si elle vient avec moi, je la traiterai bien et tout. Qu'est-ce qu'il va faire avec une fille de 13 ans? Il y a beaucoup de vols, donc énormément de sécurité. C'est corrompu. Il faut une solution pour que ces camps soient mieux gérés. Cette phrase qui résume beaucoup la situation, négocier des enjeux militaires avec un gouvernement qui s'est mis à considérer son propre peuple comme un ennemi, il appelle tout simplement de la gageure. Donc un officier sur Arte, il n'a pas voulu se montrer. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai l'impression que les politiques à part sont d'accord, mais que tous ensemble, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. J'étais à une réunion où il y avait Mahfouz, qui est représentant de la coalition syrienne en France, c'est un Alaoui, et qui disait, j'ai rencontré Hillary Clinton, qui disait que je fais tout mon possible pour qu'on aide la Syrie, mais que la majorité ne veut pas. Et l'idée qu'il donne, c'est que tout le monde lui dit la même chose, et qu'au final, la majorité ne veut pas. C'est quelle majorité, vu que c'est eux qui veulent pas? Et encore une fois, la situation est paralysée. Est-ce que c'est pour détruire le pays? Est-ce que c'est parce qu'on n'a rien peur? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on est en train de se focaliser, c'est une sorte d'excuse. On dit, on ne peut pas armer des islamistes, on ne peut pas... Oublions les armes, parce que le peuple syrien, là, il va renverser son gouvernement. Ils sont en train de se battre depuis 2 ans, ils n'abandonnent pas. Ce que je veux vous dire, c'est, pensons à l'après, pensons aux gens qui sont là-bas. Si on ne peut pas payer en armes, donner une aide humanitaire, il suffit d'envoyer 10 personnes pour gérer le camp, quoi. Je veux dire, au moins il y aura plus de corruption, ce sera bien géré, l'aide qui est faite par tous les peuples dans le monde ne sera pas inutile, ne sera pas détournée, ne sera pas vendue. Encore une fois, le message que je veux transmettre, c'est ça. Arrêtez de traîner dans les essais. C'est un Syrien qui me disait moi je suis venu en France parce que je considère que le peuple français, j'aime la France, je considère que le peuple français est un peuple juste. Et voilà, je me sens abandonné aujourd'hui. Voilà. Donc les questions que je vous ai amenées à poser récemment. On a peur d'armer la Syrie libre. Cette décision ne me plaît pas, mais encore une fois, c'est comme sortir en voiture. Il peut y avoir un accident, mais personne n'a envie d'avoir un accident. Le 15 mars 2013, donc il y a un mois, c'était les 2 ans de lutte, donc il y a eu une vague blanche pour la Syrie. Dans plusieurs villes du monde, on a pris un drapeau avec stop marqué dessus, un drapeau, une feuille, n'importe quoi, et on est sorti dans la rue, et il y a eu ça aux médias. Le 15 mars, il y a eu ça. C'était un intéressant. Voilà. J'espère que vous pourrez informer sur la situation actuelle. Une phrase de Moaz Al-Rantsi, donc vous avez lu son discours à la coalition. C'est la loi qui régit le droit dans une société, pas des positions individuelles. Donc ce qui est clair en Syrie, c'est que c'est une famille qui s'est tout approprié et qui a fait en sorte de ne jamais partir. Et ils auraient pu ne jamais partir s'ils avaient laissé la liberté là-bas. Voilà. Donc la période pré-Bachar ne sera pas une purge ethnique, personne ne nous dit. Une phrase que j'ai lue dans un média qui m'a donné beaucoup d'espoir. Je termine par ce cri d'une jeune femme en face d'une caméra. En Syrie, hélas, vous trouverez des enfants sans tête, des mosquées sans minaret, des médecins sans médicaments ni instruments, mais surtout n'allez pas penser que vous trouverez un peuple sans espoir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc ça s'adresse, j'ai fait cette présentation pour beaucoup de monde, ce qui vous adresse surtout à vous, c'est le début. Vous parlez autour de vous, donc moi je fais cette présentation pour que vous sachiez, pour que vous fassiez savoir. Donc, dites-le ce que je vous ai dit. Moi, j'achète parfaitement ce que j'ai dit. S'il y a quelqu'un qui conteste, je suis prêt à parler avec lui, je suis prêt à négocier, je suis prêt à discuter. Le régime est criminel, le régime est meurtrier et le régime est mafieux. Et les gens qui se battent sont des gens comme vous et moi. Ce n'est pas des islamistes, ce n'est pas des extrémistes. C'est très important et j'aimerais que vous le fassiez tourner. J'ai fait filmer la conférence, j'ai fait faire un compte rendu, je vous l'enverrai si vous avez oublié, si vous avez des questions, si vous voulez communiquer. Vous aurez accès à ça. N'hésitez pas. Suivez l'actualité. Il y a clairement une désinformation sur les médias ou un manque d'information. On dit la vérité, mais on ne la dit pas assez. On se concentre sur les salafistes, islamistes, extrémistes, je ne sais pas quoi. C'est très mauvais. Vous êtes de futurs ingénieurs. Aujourd'hui, là, on est en train de déconner, on est en train d'aller en boîte le jeudi soir, on va parler égal, c'est bien, mais notre opinion, elle va pousser le pays. On va avoir le pouvoir dans quelques années. Si en plus notre opinion elle est biaisée, c'est mauvais. C'est pour ça que je vous invite à avoir de la critique, à avoir de la culture. J'ai créé un compte Free Syria Students. C'est sur Facebook. Je mets au jour le jour les informations qui se passent en Syrie. Donc si vous rejoignez, vous suivez. Donc pourquoi je vous en parle maintenant? Je ne vous ai pas parlé avant parce que mon discours est orienté autant sur ce compte que ici. Donc si maintenant vous êtes d'accord avec moi, je vous invite fortement à suivre pour
savoir ce qui se passe et pouvoir en parler. Free Syria Lyon qui est tout proche. On a ouvert une filiale Free Syria Saint-Etienne là, il y a 2 jours. Donc pour l'action bénévole, pour l'action bénévole se concrétise. Donc pourquoi je vous fais également cette présentation? Je vais essayer d'amener à un niveau plus haut. Donc c'est un peu un entraînement pour faire porter le message au niveau des parlementaires, au niveau de la mairie. Voilà, je veux que les gens sachent. Donc encore une fois, voilà, ce qui est important, c'est que vous rétablissiez la vérité. Info Syrie, c'est quelques groupes sur Facebook que vous pouvez rejoindre pour vous informer. Si vous en avez les moyens, vous pouvez amener à quelqu'un à faire un don. Moi, je vous incite fortement. Vous avez une organisation c'est tous des groupes humanitaires. UOSSM, Organisation des Secours Syriens Médicaux, Free Syria Lyon, UNICEF, Syrie pour vous. Un don, si vous avez des vieilles pompes que vous ne mettez pas, vous me les donnez. Si vous avez une casquette, vous me donnez. L'été, il arrive, là, les gens ils vont galérer. Si vous êtes une fille, vous avez des pilules, on a des médecins là-bas qui trient parce que les filles, elles sont violées en permanence là-bas et elles vont se retrouver avec un bébé sur les bras. Voilà, comment on va faire? Cet été est très important parce que nous avons tous l'impression que le régime est sur le point de tomber. Toute personne qui passe cet été a beaucoup plus de chances de s'en sortir. Et cet été, il va y avoir la soif, il va y avoir le soleil, il va y avoir des maladies. Donc il y a la leishmaniose là qui est en train de toucher beaucoup de Syriens. Vous avez des cicatrices qui sont toutes seules sur la peau. Il y a plus de 100 000 touchés. Il y a beaucoup de maladies qui arrivent. Donc le plus important, c'est les médicaments, c'est l'eau. Il y a des enfants là-bas qui sont totalement désœuvrés. Donc si vous avez des crayons, un petit cahier comme ça, un truc comme ça, moi je prends, ils font leur dessin. Voilà. Si vous avez le cœur à donner, je prends. Avec 10 € là-bas, Free Syria Lyon, ils nourrissent un bébé pendant 1 mois. Donc je vous invite, la première chose, c'est vraiment à parler. La deuxième, si vous avez les moyens, si vous avez la possibilité, je vous invite fortement à aider. Voilà, je laisse la place aux intervenants. Je vous remercie d'avoir écouté, d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez une question, vous n'hésitez pas, il y a des Syriens ici, autant qui étaient là avant que qui sont arrivés récemment. Vous pouvez savoir tout ce que vous voulez, comment ils sont sortis, comment ils vivaient là-bas, qu'est-ce qu'il y a comme problème, comment on se fait arrêter. Voilà, ils sont là pour vous dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de démagogie, il n'y a pas de politique, il n'y a rien du tout. Merci de votre attention.